Il faut savoir également que cet essor sera limité dans le temps. Nous parlons d'un boom, d'un essor qui durera peut-être 30 ans. Plus ou moins, si nous suivrons notre cap d'arriver à une neutralité de carbone. La demande pour le cobalt, nous voyons déjà une situation très précaire. Nous essayons déjà de réduire l'utilisation de cobalt dans les batteries, dans les piles. Il y a le lithium et puis également le phosphate de fer qui permettra de ne plus utiliser le cobalt, c'est-à-dire que la dépendance de cobalt est plutôt précaire parce que nous essayons d'en mettre moins dans les piles et les batteries. Ces minéraux sont également importants pour le développement des énergies renouvelables, mais on ne peut pas les comparer avec les carburants fossiles parce qu'on n'aura pas une demande en continu. Une fois que l'infrastructure est construite, la demande chutera ou baissera de toute façon dans une certaine manière parce qu'il ne faut que ces minéraux pour la construction des infrastructures, mais pas pour le fonctionnement. C'est-à-dire que les pays qui ont ces ressources naturelles profiteront pendant une période limitée de l'existence des gisements et des réserves des ressources naturelles. Il faut en profiter au maximum tant que ça dure. Et pour cela, il est très important d'avoir de bons contrats. Il faut également savoir que ces gisements existent largement dans des pays qui se trouvent en bas de l'échelle de transparence de Transparency International, c'est-à-dire que ce sont des pays où on connaît des problèmes de corruption au niveau du gouvernement. Il y a la mauvaise gouvernance, la corruption, sont des enjeux, sont des problèmes qui constituent des fois des entraves et empêchent des pays de profiter de ces gisements et de ces réserves en ressources naturelles. Il faut des clauses qui portent sur la force majeure, des clauses de stabilisation et puis également des dispositions qui portent sur le non-respect des engagements si des conditions imprévisibles interviennent qui permettent aux deux parties de demander exception ou exonération au respect des dispositions aux clauses contractuelles. Ce sont des intempéries, ce sont des tempêtes, des inondations, par exemple. Vu le fait que de tels événements, de telles intempéries se multiplient, il est très important que les accords prévoient de telles clauses. Et en plus, il faut également avoir des clauses qui obligent les entreprises de faire des analyses de risques climatiques et cela doit également intégrer le périmètre des règles de fonctionnement. Il faut avoir des assurances pour couvrir des risques climatiques. Une autre clause prévoit l'utilisation la plus large des énergies renouvelables. Il faut également bien définir les intempéries ou des événements de temps extrême. Il faut par exemple se référer aux données climatiques de cette région. Il y a également des clauses de stabilisation qui protègent des entreprises des changements législatifs après la signature du contrat, c'est-à-dire assurer la sécurité légale. C'est très important pour encourager les investissements parce que cela crée des conditions stables et prévisibles et cela limite également la flexibilité du gouvernement dans la durée. C'est très important parce que les pays introduisent des législations pour faire face au changement climatique. S'il y a de telles clauses de stabilisation, il faut avoir une rédaction très étroite, très détaillée, très spécifique. Il faut faire référence aux dispositions légales. Il faut également des dispositions sur la sécurité et santé au travail et puis bien sûr également des clauses qui portent sur l'imposition. Il faut également bien définir le régime fiscal pour assurer que les gouvernements touchent des recettes équitables de tels projets.
Et il faut également choisir un régime fiscal qui soit réaliste et praticable. Et il faut prendre en compte les capacités des gouvernements, c'est-à-dire que les gouvernements doivent respecter leurs propres capacités. Il faut être en mesure de bien calculer et bien chiffrer les impôts à payer par les entreprises. Il faut également inclure des mécanismes de tarification flexibles pour empêcher l'évasion fiscale. Il faut prévoir des échelles ou des systèmes de tarification adaptables, mais ça dépend bien sûr du pays. Je voudrais contribuer quelques commentaires. D'abord, pour les minéraux de nature critique, nous constatons qu'il y a de nouvelles parties prenantes. Ce sont des nouvelles entrants. Nous constatons souvent que les entreprises traditionnelles ou classiques du secteur minier qui ont très peu d'intérêt. C'est pour cela que nous avons maintenant les incumbents, les entreprises traditionnelles s'intéressent très peu. Et pour cela, nous avons maintenant des nouvelles entreprises qui s'intéressent, qui s'aventurent dans ce secteur. Et c'est-à-dire que nous voyons maintenant qu'il y a de nouvelles parties prenantes pour la négociation. Mais il faut voir que ces nouvelles entreprises ne sont pas liées par les anciens contrats, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur d'entrer en négociation parce que cela pourrait peut-être nuire aux intérêts liés aux autres contrats. C'est le premier point. Je voudrais vous parler des problèmes dans ce secteur en quelques secondes. Troisièmement, Nicolas avait déjà suggéré que ces industries qui utilisent les minéraux critiques sont soumis aux changements, aux transformations technologiques permanentes. Ceux qui utilisent le lithium pour les batteries et les piles ont essayé de substituer le lithium et de prendre d'autres matériaux parce que les prix du lithium ne cessent de s'envoler. C'est-à-dire que nous avons une situation qui ne cesse de changer, une situation très dynamique et cela a également des répercussions sur la demande. Il y a 3 éléments clés pour la négociation de contrats pour les minéraux de nature critique. Premièrement, il faut avoir des dispositions dans les contrats, des dispositions contractuelles qui suivent le principe de lose it or use it, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas la concession octroyée, rendez-la. Si vous n'utilisez pas la réserve, quittez. Deuxièmement, il faut se servir de la pression diplomatique pour la négociation. Les investisseurs et les gouvernements ont un fort intérêt. C'est pour cela que nous parlons des minéraux de nature critique, des gouvernements des pays qui ont une forte industrie automobilière se préoccupent d'assurer un bon accès aux minéraux pour la production de batteries et de piles. Ceux qui auront besoin des minéraux pour la construction des infrastructures d'énergie renouvelable ont un propre intérêt. Et puis, cela vaut également pour l'électronique dans le secteur de la défense. Troisièmement, il faut voir la tarification des minéraux dans ces contrats pour les royalties, parce que des minéraux souvent ne sont pas vendus sur les bourses, les marchés publics. Je voudrais également revenir à ces 3 volets que je considère vraiment importants. Il faut avoir des dispositions qui stipulent qu'il faut utiliser la mine où il faut quitter. C'est-à-dire, il y a un contrat, il faut travailler la mine et si l'entreprise qui se voit octroyer la licence ne mine pas, doit quitter et rendre la licence. Des fois, les gouvernements
Des fois, les entreprises n'en ont même pas besoin, mais ils souhaitent tout simplement se procurer, assurer leur approvisionnement en minéraux. Peut-être ils n'ont même pas besoin aujourd'hui, mais ils auront peut-être éventuellement besoin de ces minéraux à une date ultérieure. C'est-à-dire, il se peut qu'il y a peut-être quelqu'un qui a la licence, qui s'est vu octroyer une concession, mais ne se met jamais à utiliser cette mine. Donc, dans un tel cas de figure, il faut prévoir que cette mine doit être rendue. Troisième point, des minéraux ne sont pas toujours vendus à la bourse. Alors, on ne peut pas s'inspirer de la tarification des notations à la bourse de Londres, la London Stock Exchange. Il se peut que la tarification se fait à l'interne au sein d'une entreprise. Ce sont des entreprises qui sont intégrées verticalement, qui font des fois le commerce, la vente entre une entité de l'entreprise à une autre. Des fois, il y a également des contrats à long terme dont nous ignorons les conditions, les dispositions, et vous auriez éventuellement besoin de telles données pour établir les royalties dues ou pour calculer l'imposition de l'entreprise. Et puis, il vous faudra peut-être du soutien. Il faut prévoir des mécanismes de tarification dans le contrat initial pour éviter des disputes, des litiges d'arbitration ou des problèmes tels que décrits par Jax dans la première séance. Mon expertise, c'est plus d'aider les gouvernements à recevoir de l'argent, pas à le dépenser. Mais d'un autre côté, il faut constamment se rappeler que les revenus issus de l'exploitation minière viennent des richesses dont vous disposez dans vos terres. Donc, c'est des capitaux qui s'en vont à partir du moment où ils sont extraits et exploités. Et c'est pourquoi il est essentiel de transformer ces ressources en d'autres types de ressources, des infrastructures, d'autres investissements, parce que cet argent ne doit pas être dépensé pour des besoins immédiats, mais plutôt sur des investissements. Je crois que la réponse de Nicolas est allée exactement dans le même sens. Si j'étais conseiller auprès d'une entreprise minière qui négociait pour des minéraux qui ne sont pas sur le marché ouvert, eh bien, je m'assurerais d'avoir avec moi un expert qui dispose d'une expérience considérable dans la négociation des prix. Je vais prendre un exemple concret. Connex a proposé à un expert au Libéria pour un accord de prix. C'était quelqu'un qui avait travaillé au Trésor aux États-Unis par le passé et impliqué dans les négociations dans le gouvernement américain pour des accords de prix. Et cette expertise, ou cet expert, a permis aux Libériens de négocier des prix de minéraux qui a présenté des très bons résultats. Donc, en fait, c'est un expert spécifique, l'expert en la matière concernée, qu'il faut réussir à recruter ou avec lequel il faut réussir à travailler. En tant que conseiller, vous êtes toujours dans une position, et je ne suis plus conseiller, donc je peux le dire, où le gouvernement ne suit pas vos recommandations. Et parfois, il y a de bonnes raisons pour lesquelles il décide de ne pas nous suivre, parce qu'on est quelqu'un qui est externe, on ne comprend pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Parfois, il y a des choses critiques que nous ne comprenons pas. Et une décision qui, bon, ce n'est pas le pire accord que j'ai jamais vu, mais une décision qui a été prise, c'était l'assistance du gouvernement pour les équités dans les contrats. Ça peut être très très risqué parce que le gouvernement
peut s'attendre à des résultats beaucoup plus importants que ce qu'on va recevoir. Les officiels pensent aux dividendes des équités, des actifs, et ils pensent que s'ils sont propriétaires de 50%, ils vont recevoir 50% des dividendes et que ça sera un revenu à 50%. Ce n'est pas du tout le cas, étant donné que cela demande des dispositions plus supplémentaires pour couvrir la position du gouvernement lorsque vous avez du capital, des actions, en quelque sorte des fonds. C'est pour ça que lorsque le gouvernement dispose de ses capitaux, de ses actions, souvent c'est très décevant. Donc là, il faut faire très attention et s'assurer qu'il y ait d'autres dispositions qui protègent mieux en cas pour ce qui est équité, action. Et des accords aussi permettent d'avoir des résultats qui soient bons pour eux.